Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Celui que nous recevons aujourd'hui pour notre émission Questions d'actualité est un homme de conviction, un chevronné. Il fit ses études universitaires à Hassan Ier de Ceuta au Maroc, où il ressort avec une licence en économétrie. Il poursuit ses études dans le système anglo-saxon à l'université de Coventry en Angleterre, où il décroche un Master of Science in Finance. En 2013, il obtient son Master Business en Administration avant de revenir en Côte d'Ivoire pour faire son entrée dans la politique. D'ailleurs, dans le microscope politique ivoirien, l'évocation de son nom fait penser à une nouvelle génération d'hommes politiques qui ont décidé de faire la politique pour servir le peuple, rien que le peuple. Son style vestimentaire, chemise trempée, leket aux pieds, il avale les rues de la commune de Yopougon pour être au quotidien en contact avec sa population. Une initiative qui a eu son pesant d'or aux dernières élections législatives à Yopougon, où la population de cette belle commune a bien voulu faire plaisir et décidé de lui donner le poste de député. L'honorable Dia Oufoué, Yo Augustin, c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas un homme à reculer face aux obstacles. Engagé, loyal et fidèle à sa conviction de changer la Côte d'Ivoire, il fait sans doute partie des jeunes loups aux dents longues de la grande famille du PDCI-RDA. Son sens du devoir bien fait, sa détermination sans relâche et sa constance à tout vent ont certainement séduit le président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, qui l'a nommé au poste de secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Une aubaine pour lui en tant qu'homme de terrain. Il a récemment démontré en conduisant une mission dans le nord de la Côte d'Ivoire pour rencontrer les militants du PDCI-RDA, mais surtout la population du nord. Dans les villes où le secrétaire exécutif est passé, il a repris le combustible pour rallumer la flamme militante au point de faire douter les militants du cadre en face. Que s'est-il passé lors de cette mission? Le PDCI-RDA peut-il compter encore avec le Nord? Comment les populations du Nord ont accueilli la délégation de l'honorable Dia Oufoué? Autant de questions que le bouillant député de Yopougon, qui porte le précieux nom de Dia, du premier président ivoirien, tentera de répondre sur notre plateau. Bonjour honorable, merci d'accepter de faire le point de votre tournée sur PDCI TV. Comme vous le constatez, nous avons aussi sur notre plateau Jérôme Indri du quotidien Nouveau Réveil. Bonjour Jérôme. Bonjour Béatrice. Étienne Atta du quotidien Le Héritage. Bonjour Étienne. Bonjour Béatrice. Et RMK Yoboué de Dernière Heure Monde. Bonjour Béa. Bonjour RMK. Bienvenue à tous. Honorable Dia Oufoué, oui. Pour commencer, vous portez un nom symbolique. Dia Oufoué. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, Dia Oufoué, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonjour Béa, j'étais pris par l'émotion lorsque vous étiez en train d'écrire un peu tout mon parcours. Donc, lorsque vous m'avez dit même bonjour, je n'ai même pas prêté attention. J'étais sur les nuages. Donc je vous disais bonjour et puis je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Effectivement, je n'ai pas l'habitude d'être sur le plateau télé. Comme vous l'avez dit, je suis tout le temps sur le terrain. Tout mon nom, c'est Yo Dia Oufoué Augustin. Dia Oufoué, c'est mon prénom. Et ce prénom-là, si je veux expliquer toute la genèse de ce prénom, on risque de passer plus de 2 heures sur le plateau. Mais rapidement, il faudrait qu'on sache que ce nom m'a été donné spécifiquement, autorisé, parce que je suis né dans les années 80. Et pour porter ce nom, Dia Oufoué, il fallait avoir l'autorisation du président, du feu le président Félix Houphouët-Boigny. S'il n'y avait pas son autorisation, ce n'était pas possible de porter ce nom. Et c'est lui qui a donné l'autorisation, qui a insisté pour que je puisse porter ce nom, parce que ma mère était de la famille. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je me rends compte que il savait tout ce qui allait arriver. C'est pourquoi il avait insisté que je porte ce nom. Donc pour faire simple, le nom Dia Oufoué, c'est sur recommandation du président Félix Houphouët-Boigny que je porte ce nom. C'est prémonitoire, on va dire. On peut dire ça, on peut le dire ainsi. Honorable, vous venez d'effectuer une tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Dites-nous ce qui a motivé cette mission. Bon,
Sincèrement, je veux, avant de répondre à cette question, remercier les militants du PCI-EDA dans le Nord, remercier surtout les hauts représentants des 2 districts, celui du Denguélé et celui des Savanes, en l'occurrence Seydou Diarasuba, qui est le haut représentant du Denguélé, et Souleymane Koulibaly, qui est le haut représentant des Savanes, qui étaient vraiment très déterminés, qui sont des personnes vraiment engagées. Pour répondre à votre question, vous savez, moi je suis un homme politique. Lorsque le chef parle, il faut l'écouter à plusieurs reprises. Il faut l'écouter souvent quand le président Tidjam Thiam parle. On ne peut pas comprendre au premier jet. Et lors de la rencontre qu'on a eue au Congrès, au niveau de Yamsoko, il avait annoncé que le PCI-EDA devait reconquérir le Nord. Et il a même dit que c'était peut-être pas l'expression, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il a considéré qu'effectivement, nous ne sommes jamais partis. Mais il y avait des militants qui étaient là-bas, et ces derniers-là se sentaient oubliés. Et donc, il fallait y aller, parce que ça faisait partie de sa vision. Ouais. Et j'ai eu à travailler avec lui, et lorsque cette mission vient de lui, il fallait y aller rapidement, même avant les funérailles du président. Donc immédiatement, mon équipe et moi sommes entrés en contact avec les hauts représentants pour leur demander que nous arrivions. Ils étaient tous surpris, mais ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes allés, nous avons vu qu'il y avait vraiment de la ferveur avec les militants. Le PCI existait bel et bien dans ces zones-là. Mais seulement qu'ils se sont sentis oubliés. Et tout à l'heure, on discutait tout à l'heure pour dire que c'est difficile l'opposition. Et ces personnes aussi sont restées pendant 25 ans dans l'opposition aussi. Et donc à un certain moment, il y a l'essoufflement. Et quand tu te sens oublié, tu n'as plus la motivation aussi de continuer à travailler. Découragé. Donc cette visite-là leur a fait beaucoup plaisir. C'est pour démontrer aussi que ce n'est pas une zone hostile en tant que telle. Voilà. C'est l'image que les gens reçoivent un peu de partout, mais ce n'est pas le cas. Et nous avons été très bien reçus par les militants du PCI-EDA. Ils sont venus de partout, hein, avec la frontière, avec le Mali. Ils sont tous venus à Odiéné. C'était vraiment très important. Et je pense que c'était par rapport au retour que nous avons vis-à-vis de tout le monde. C'est vrai que si on voulait attendre que le président lui-même vienne, ils allaient penser qu'ils ont encore été abandonnés, mais parce que le président s'est un peu concentré sur les obsèques du président Ekonan Bédié. Donc il fallait immédiatement faire une tournée là-bas pour leur dire qu'il ne les a pas oubliés et qu'il vienne leur dire vraiment merci et que maintenant on passe à l'autre étape qui est faire en sorte qu'ils puissent s'impliquer aussi dans le programme de listing électoral qui doit augmenter. Au-delà des images qu'on a vues, des vidéos qu'on a vues, quel est le plan qui est mis en place pour pouvoir, on va dire, le thème du président, pour que le PDCI revienne au nord? Est-ce qu'on va se limiter, comme en 2022, aux tournées et puis venir s'asseoir à Abidjan en attendant 2025, ou bien il y a un plan qui est mis en place? C'est simple, une tournée comme ça que vous êtes parti, et puis après, bon, on laisse les gens du nord à leur sort, et puis on attend 2025 pour aller faire une tournée encore. Non, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui est différente. Dans le passé, on disait que le PDC va revenir au pouvoir en 2020. En 2020, le PDC va revenir au pouvoir, mais il n'y avait pas de ligne directrice claire. Aujourd'hui, le président annonce qu'il est candidat en 2025 pour gagner. Et après cette annonce, il fait une annonce aussi pour dire que nous sommes supposés être 12 millions d'électeurs minimum sur la liste électorale, sur la base du fait que nous sommes 30 millions d'habitants, qui correspond à 45% de l'électorat. Et lorsque nous sommes rendus dans le Nord, nous avons porté l'information aux habitants du Nord. Et c'est une information qui est portée aussi à toute la nation ivoirienne, pour dire que nous devons être au minimum 12 millions d'électeurs sur la liste électorale. Donc,
Aujourd'hui, nous avons 8 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Donc, on a un gap de 4 millions pour atteindre les 12 millions. Et lorsque nous nous déplaçons de district par district, par rapport au nombre d'électeurs qui existent sur la liste électorale, on doit faire en sorte que, en termes de nombre d'habitants, ça doit correspondre aussi à 45%. Donc, quand nous nous rendons dans ces zones, nous constatons les différents gaps qui existent. Donc, la mission de ces militants, du haut représentant que nous avons visité, nous allons expliquer clairement la vision du président. Il veut atteindre les 12 millions. Eux, ils sont peut-être à 300 000 inscrits sur la liste électorale. L'objectif, c'est d'atteindre peut-être les 400 000, les 500 000. Donc, il y a un gap aussi à leur niveau. Donc, eux, à leur niveau aussi, c'est de faire en sorte de couvrir ce gap-là. Et il y a un suivi qui est effectué chaque semaine avec mon équipe pour essayer de savoir combien de personnes nous ont pu identifier. Donc, c'est d'où vient le slogan un militant pour 10 inscrits sur la liste électorale. C'est la mission qui a assigné à ces derniers-là. Donc, chaque semaine, nous sommes en contact avec eux. Nous sommes juste venus pour faire la tournée, pour leur expliquer que le PSC existe, que le PSC a un nouveau président. Et nous leur avons expliqué aussi que le PSC a nommé un nouveau haut représentant, qui est le représentant du président Tidjane Thiam, qui est dans... On dit haut représentant, mais pour que les gens comprennent mieux, c'est comme le gouverneur du district. Et c'est ce dernier-là qui représente le président Tidjane Thiam dans ce district. Et c'est ce dernier qui est évalué. On est passé à Odjene, à Sinimachali, Feke Sedougou, Korogo, sans heurts. Et nous sommes allés saluer même les militants aussi du HDP qui nous ont aussi bien accueillis. Les gens ont une mauvaise perception de venir au Nord. Lorsqu'on dit tu viens au Nord, on dit ah mais tu es courageux, mais vraiment tu as pris beaucoup de courage. Mais parallèlement, c'est que ça affecte aussi le développement de la région. Parce que si les gens ont peur de venir dans le Nord ne se développera jamais. Donc il faudrait qu'on fasse en sorte de briser cette perception des gens. Moi je suis allé. Mais je pense qu'à partir du moment où je suis allé et je suis revenu sain et sauf, je pense qu'un grand nombre de personnes iront maintenant faire des pèlerinages là-bas. Voilà, parce que c'est des Ivoiriens qui y sont et ils ont besoin aussi de voir d'autres personnes venir de temps en temps. Il ne faudrait pas que ça soit... toujours le parent. Non, toujours le parent. Et puis, il ne faudrait pas aussi qu'on ait l'impression que vraiment, lorsque quelqu'un du Nord, qui n'est pas du Nord, arrive, c'est un grand événement. Vous parliez tantôt de la pauvreté des populations, avec les difficultés à écouler la Nakar et autres. J'aimerais savoir, est-ce que cette extrême pauvreté-là ne peut pas être un obstacle au succès de l'opération Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits, et partant au retour du parti dans le Grand Nord? Vous savez, moi je suis député. Le grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est que, vous savez, c'est des personnes qui se sont battues, qui ont créé un idéal. Et aujourd'hui, ils ont un de leurs fils qui est devenu président de la République. Donc aujourd'hui, toutes les tracasseries auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui ne devaient pas exister. Mais ils sont confrontés à ce problème parce que ils se sont rendus compte que leur propre fils, je parle pas juste du président, je parle de toute l'équipe, se sont sentis trahis, abandonnés. Parce que la majorité des cadres du Nord, qui devaient même habiter là-bas, vivre là-bas, construire des usines là-bas, sont tous venus encore à Abidjan, dans le sud, construire des immeubles, pour développer, voilà. Donc ils ont abandonné leur zone. On le voit au niveau de Korogo, de Feke, qui a des bitumes et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on peut faire des bitumes, mais si les gens vivent dans la précarité, ça ne sert à rien. Pas de sens. Parce que l'objectif chez eux, c'est d'avoir du travail. C'est de construire des usines, afin qu'ils puissent y travailler, pour transformer la NACAT, qui est leur première ressource, sur place, en produit même fini. C'est ça qui va leur apporter une valeur ajoutée. Donc, vu l'extrême pauvreté, mais ce n'est pas seulement là-bas, c'est au niveau national. Les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, sont dans une extrême pauvreté. Et on a suggéré au gouvernement, à l'Assemblée nationale, qu'il faudrait d'abord qu'on puisse donner la carte nationale d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Parce que sous le président Babo Laurent, avec comme premier ministre Soro Guillaume, ça a été fait. Et la Côte d'Ivoire n'avait que 4 000 milliards de budget. Aujourd'hui, nous sommes à 13 000 milliards. Vous voyez, on crie partout que nous sommes devenus un pays riche.
Donc j'ai demandé, c'est une doléance que j'ai faite au ministre, pour lui demander qu'il faut que nous donnons les cartes nationales d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Parce que si le président Gbagbo a pu le faire, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui ne peut pas le faire. Mais vous savez, lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée, comme ils sont majoritaires, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ils savent que quel que soit Alpha, les lois vont passer. Donc ils ont considéré que non, que les gens vont payer. Parce que si ce sont les dits du ministre, hein, si nous leur donnons gratuitement la pièce d'identité, ces derniers risquent de ne pas valoriser la pièce d'identité. Ça, ce sont les dits. Et vous voyez, dans le nord, et partout, hein, mais surtout dans le nord, parce que là-bas, les territoires sont vastes. Et les gens sont dans les campements pour venir même dans la sous-préfecture pour commencer à s'enregistrer. Il y a beaucoup de dépenses à faire. Pour venir acheter une carte nationale d'identité, l'autre, il ne va même pas s'en servir. Mais vous voyez, quand on se promenait pour voir des gens, on voyait que la majorité des gens, ils avaient la carte nationale d'identité sous Gbagbo. La carte verte. Non, c'est la carte orange. Ouais. C'est la carte orange qui était en leur possession. Parce que ça a été offert. Mais aujourd'hui, ces personnes, ils n'ont plus de pièces. Donc, ils n'ont même plus. Sur quelle base même on peut les identifier comme des Ivoiriens? Il n'y en a pas. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le message est passé. L'objectif pour nous, on ne va pas toujours s'apitoyer pour pleurer vis-à-vis du gouvernement. S'il vous plaît, donnez la carte d'identité aux gens, pardonnez, on en a besoin. S'ils n'ont pas la volonté de le faire, ils ne le feront pas. Donc, nous avons considéré que le président a dit qu'il faut 12 millions d'inscrits sur la liste électorale. Nous sommes à la recherche de 4 millions d'inscrits. Donc, nous voulons identifier tous ceux qui ne sont pas inscrits. La majorité des gens qui ne sont pas inscrits, il y a des gens qui ont leur carte nationale d'identité, mais eux, la politique ne les intéresse pas, ou bien ils ne se sont pas inscrits, ou bien c'est des nouveaux majeurs. Mais il faut les identifier. Après, on a ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Nous les identifions parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les cartes nationales d'identité. Mais si on veut que des gens viennent nous aider, il faut savoir combien de personnes n'ont pas de carte nationale d'identité. Et vis-à-vis peut-être même du gouvernement, ils vont se rendre compte que le fait de l'acheter a fait qu'aujourd'hui, on a plein d'Ivoiriens qui sont apatrides. Donc, si on arrive à dénombrer que voilà, on a un recherche de 4 millions, mais on va au niveau de 5, 6, 10 millions, ça montrera clairement que les Ivoiriens, parce que c'est la carte nationale d'identité qui permet d'identifier que quelqu'un est Ivoirien. S'il n'a pas de carte nationale d'identité, sur quelle base on se base pour lui dire qu'il est Ivoirien? Donc, le fait que nous sommes confiants qu'il y a un grand nombre d'Ivoiriens qui n'ont pas de carte nationale d'identité, nous les identifierons et nous les présenterons au président pour dire effectivement, voilà la situation dans laquelle nous sommes confrontés. Nous allons voir au niveau des chancelleries pour leur montrer clairement que les Ivoiriens n'ont pas de pièces nationales d'identité. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre les 12 millions. Et puis aussi, au niveau du parti, nous allons nous organiser pour voir dans quelle mesure on peut essayer d'élever aussi une démobilisation de ressources pour permettre à ces indigents de pouvoir avoir aussi la carte nationale d'identité. C'est tous ces paramètres qui existent. Donc rien ne peut entraver au fait notre objectif d'atteindre ces 4 millions. Ah, vous êtes député de la Nation, vous êtes secrétaire exécutif, vous êtes parti au Nord. Vous êtes censé ignorer que pendant les élections passées, le RDP avait mis un certain nombre de pressions sur certains militants, et même pour se présenter comme candidat au PDCI, c'était un peu difficile. Est-ce que c'est ces militants du PDCI qui sont toujours oppressés, qui ont cette pression au moins du parti au pouvoir, est-ce que vous ont fait cas de cela? Et vous, en tant que député, s'ils ont dit ça, qu'est-ce que vous leur avez dit? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces pressions que les gens ont généralement au Nord pendant les élections puissent cesser? Il y a beaucoup d'intimidation, des menaces. Parce que, vous voyez, on a un cas palpable qui existe, c'est au Guillaume. Pour adhérer à un parti politique, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas par contrainte qu'on milite à un parti politique. C'est à vous de faire en sorte que vous arrivez à procurer du bien-être aux gens et puis les gens décident d'adhérer volontairement à votre parti politique. Mais ce que nous avons constaté là-bas, effectivement, il y a beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidation. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas plus méchant, violent, même que les colons. Mais le président Foubani a fait face pour essayer de supprimer le travail forcé. Et donc, je leur ai véhiculé ce message-là. Parce que lorsque nous partons pour une lutte, il ne faudrait pas que on ait l'impression que ça sera facile. Rien n'est facile.
eux-mêmes, ils sont dans une zone hostile. À partir du moment où ils voient que la haute direction ne les a pas oubliés, à partir de ce moment, ils savent qu'ils existent. Parce que lorsque nous avons eu à échanger avec des gens, ils ont demandé on a besoin de garanties, parce que ici, il n'y a pas de garanties à donner. Ma simple présence montre clairement que c'est une garantie. Nous voulons prendre le pouvoir d'État. Vous voulez sortir de la précarité dans laquelle vous êtes. Si vous ne faites rien, et vous restez le statu quo, vous allez mourir de la précarité. Donc, si vous aspirez à ce que les choses changent, il faut investir le terrain. Il faut investir le terrain. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque l'adversaire sait qu'il y a la peur qui existe en vous, c'est pourquoi il vous piétine. Nous sommes allés là-bas, ils m'ont vu, ils ont dit, il y a des gens qui me connaissaient, c'est John Djaoufoué là. Non, c'est bien de le dire, mais face à la machine du pouvoir, ce que vous dites, c'est vrai, c'est bien d'exhorter à être courageux, mais face à la machine du pouvoir, est-ce que vous êtes député de la nation? Non, mais moi je vous le dis sincèrement, même moi qui suis député de la nation, très souvent il y a mes collaborateurs, souvent mais c'est même pas le RHDP qui fait peur, c'est vous-même, vous pouvez collaborer, tu dis tu as fait faux, il faut user, il ne faut plus parler, s'il te plaît, il faut arrêter. Donc c'est pour dire qu'on est en politique. En politique, si tu n'es pas courageux, tu n'as rien à faire à la politique. Parce que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été courageux, c'est pourquoi ils sont arrivés au pouvoir. Donc rien ne s'obtient facilement. Donc ce n'est pas une question d'étiquette des députés qui fait que je suis courageux, parce que les députés, nous sommes 263. Mais dans les 263, pourquoi c'est les dieux au fond on parle tout le temps? Voilà, donc c'est pour dire que c'est un état d'esprit. Et moi je suis allé là-bas, j'ai trouvé des gens courageux. J'ai trouvé des jeunes courageux, déterminés. Mais vous pouvez être déterminé comme vous voulez, mais si au niveau de la direction, on ne vient même pas vous visiter, à un moment, vous découragez. Donc, lorsque je suis arrivé là-bas, je l'ai constaté et je suis confiant qu'au niveau du Nord, il y aura un changement. Avant l'intervention de Tienata, je voulais vous poser juste une petite question. Oui. Les délégations du Nord existent-elles? Comment elles se portent? Est-ce que les délégués ont été mis à contribution durant votre tournée? Je peux compléter la question. L'état des lieux, c'est quoi concrètement? Quand vous avez passé à Cinématiali, à Korogo, est-ce que vous avez fait l'état des lieux? Il y a combien de délégations, combien de sections? Parce que quand les gens sont allés faire le tournée en 2022, on nous a dit tout va bien. Dans les faits, tout ne va pas bien. Non. Donc, quand vous avez fait l'état des lieux, concrètement, je vous regarde, quand vous faites l'état des lieux, dites-nous concrètement, est-ce que dans Cinématiali, il y a deux secrétaires généraux de section qui marchent à faire que vous avez passé, voilà, concrètement. Les JPDCI. Voilà. Est-ce que ça marche tout ça? Comment ça se passe? Bon, il y avait des délégués qui existaient. Non, déjà en 2022, lors des tournées, ils ont été bien clairement dit qu'il y a des délégations qui n'étaient pas fonctionnelles. Et lors de mes tournées, effectivement, c'est tous les délégués qui devaient être là. Il y a des délégués qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Et il y a des délégués qui étaient là mais qui ne sont pas partis. Qui sont là mais qui ne sont pas venus. Qui avaient été informés. C'est une défaillance tout ça. Mais tout ça, ça fait partie du rapport. Tout ça fait partie du rapport. Et les JPDCI, les UFPDCI. Les JPDCI, bon, nous, à notre niveau, nous sommes allés discuter avec mais chaque fois que nous venions, le responsable des JPDCI fait son discours. Le responsable de l'UFPDCI fait son discours. Donc elles existent. Elles existent. Mais je veux dire qu'il y a des défaillances. Il y a des défaillances où il y a des gens qui sont allés, qui sont même sur la liste du RHDP. Il y a des gens qui sont sur la liste du RHDP. Tout ça fait partie du rapport. Mais si vous ne venez jamais là-bas, vous aurez un délégué qui gère toute une zone, mais alors qu'il est parti au restaurant. Il gère pour le restaurant en fait. Voilà, donc ça tue. Il y a des délégués fictifs là-bas. Oui, ça tue toute la zone. Ça tue toute la zone. Donc c'est pourquoi il est très important que nous allions sur le terrain pour constater cela et rapidement. Le haut représentant avec qui nous avons travaillé va produire un rapport, parce que moi je suis allé en mission au nom du président, au nom du secrétaire exécutif en chef. Maintenant, quand nous constatons, nous avons demandé au haut représentant de faire en sorte qu'il y ait des défaillances, où il y a des défaillances de les éliminer. 16 mois des élections. Oui, mais je vous le dis, c'est pas seulement le délégué qui fait le personnel politique. Et il y a des personnes de ressources aussi que nous avons constaté qui n'ont pas de titre.
Vous allez mais qui sont vaillants. Oui, vous allez faire des propositions dans votre rapport. Oui, mais dans ce que nous avons travaillé avec ces personnes-là, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui étaient vraiment des qualités. Oui. Et que ces derniers-là peuvent prendre la relève. Okay. Voilà, nous avons fait des propositions. Honorable, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que le PDC veut prendre le pouvoir dans vos propos. Or, pour prendre le pouvoir, il y a le combat de la CEI qui est là. On a l'impression que vous abandonnez le combat de la CEI pour vous investir sur le terrain. C'est vrai, vous faites un travail remarquable sur le terrain. Mais si le combat de la CEI n'est pas fait, comment est-ce que vous pouvez avoir le pouvoir quand on sait que la CEI est toujours aux mains du parti au pouvoir? Vous savez, moi je suis même bien placé pour dire qu'il y a un combat à mener au niveau de la CEI. Mais je le dis tout le temps que la CEI, au jour d'aujourd'hui, c'est une extension du RHDP. C'est une extension du RHDP. Mais est-ce qu'on peut rester là à pleurer chaque jour pour dire qu'on demande à ce qu'il y ait un audit sur la CEI, sur la listing électorale? On réclame chaque année un audit, l'audit n'est pas fait. Nous avons fait notre audit. Lorsque nous avons fait notre audit, nous avons constaté que nous avons 3 millions d'électeurs fictifs sur la liste électorale. Nous avons 3 millions d'électeurs fictifs sur la liste électorale. Nous avons dit, le PCI a déposé cela au niveau de la CEI centrale, avant les élections. Vous voyez, il y a des femmes qui ont mis des enfants au monde, qu'elles avaient 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais est-ce que si on passe notre temps à pleurer pour dire que non, il faut que vous ayez des audits, on a besoin d'audits, et puis ils ne font pas. Donc c'est comme si nous allons à l'abattoir. Mais c'est pour pallier à cela, c'est mieux qu'on travaille sur ce que nous pouvons contrôler. Et ce que nous pouvons contrôler au jour d'aujourd'hui, c'est d'augmenter le nombre d'électeurs sur la liste électorale. Nous-mêmes, nous identifions nos hommes. Et nous les ajoutons sur la liste électorale. C'est pourquoi on va vers le chiffre de 4 millions. Parce que les 4 millions dépassent des millions les électeurs fictifs qui existent sur la liste électorale. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut contrôler, c'est sur ça qu'on va se concentrer pour travailler. Maintenant, ce que l'on ne peut pas contrôler, le combat de la CEI, il existe toujours. Mais on ne va pas tout le temps, pendant 10 ans, se battre sur quelque chose, tout le temps, et puis il n'y a pas de résultat, et puis on s'obstine à ce qu'il y ait un résultat. Le seul truc qui peut aller, si on s'obstine à vouloir faire en sorte que la CEI change, et ça ne change pas, c'est de boycotter encore les élections. Nous ne voulons pas boycotter les élections. Nous identifions nos électeurs, nos 4 millions d'électeurs, et nous faisons en sorte que lorsque l'enrôlement arrive, ils soient tous reversés au niveau du listing électoral. Donc ça compense maintenant les électeurs fictifs. Et déjà, dans l'ancien listing, nous avons déjà aussi nos électeurs aussi qui existent. Donc ça fait que gagner 2025, on est plus confortable. Donc nous n'avons pas abandonné le problème de la CEI, mais je pense que c'est un palliatif pour nous de compenser le problème auquel nous sommes confrontés avec ces électeurs fictifs. Mais même si vous avez... Nous sommes en 16 mois, nous sommes en 16 mois des élections. Oui. Concrètement, le président Tidiane Tiam dit qu'il est ingénieur, lui il n'est pas économiste, il veut les résultats pragmatiques. Votre objectif, l'opération que vous avez lancée, l'objectif c'est avoir 4 millions d'électeurs. Oui. Quel est le timing que vous avez donné? Parce que nous sommes en 16 mois. Le timing, est-ce que dans 10 mois, vous devez être sûr d'avoir, ou bien l'attendre encore à la fin? Vous savez, c'est ça, c'est pourquoi je vais des élections pour faire un bilan pour dire on n'a pas pu atteindre, bon, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Bon. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que nous recevons des fiches chaque semaine et nous faisons un suivi et nous évaluons, c'est sur les 14 districts. On ne sait pas lorsque nous arrivons dans une zone que les gens commencent à se mettre au travail. Les autres districts ont commencé à nous envoyer aussi des fiches. Nous aurons la révision, nous avons, normalement, c'est au niveau du code électoral. Hein. Chaque année, il y a une révision de la liste électorale. Effectivement. Donc je pense que pour cette année 2024, elle aura lieu en novembre et décembre. Donc déjà, nous travaillons à augmenter sur ce listing-là. Nous nous préparons à la révision de la liste électorale qui arrive. Donc il y aura un bilan à faire, déjà en 2024, pour savoir combien d'inscrits nous avons pu ajouter pour 2024. Et en 2025, il y aura encore une révision de la liste électorale. Donc ça pour dire que le président est ingénieur, donc vraiment moi il a trouvé sa stratégie ingénieuse. Parce qu'aujourd'hui nous avons des objectifs clairs, fixés, pragmatiques. Ce n'est plus juste des paroles, on va gagner en 2025, on va gagner en 2025, on va gagner en 2025. Et puis
En 2025 arrive, on dit bon, vraiment la CEI n'a pas fait RHDP. Non, nous on veut. Non, on n'est plus à ce stade-là. D'accord, un dernier tour de table, il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, Président, revenons un peu à votre mission dans le nord du pays. C'est vrai, on a évoqué tout à l'heure la pauvreté des populations, les intimidations, les menaces des populations et tout. Mais malgré tout, le PDCI n'est pas mort, comme vous le dites. Alors, il y a des pionniers qui sont en vie et d'autres sont décédés. Vous avez fait le tour de ces pionniers-là. Alors, quelles sont vos impressions, Président? Nous avons tourné et nous avons rencontré certains pionniers. Et je tiens aussi à les remercier parce qu'ils étaient en pleurs. Ils étaient vraiment en pleurs. Émotion. L'émotion était forte parce qu'ils croyaient vraiment que le PDCI avait vraiment disparu. Parce qu'il y a des doyens qui eux, ils expliquaient comment ils vendaient même la carte de PDCI. L'adhésion, peut-être moi je n'étais même pas né. Ils se promenaient pour faire la carte des membres. Il dit que lui, il faisait cela. Donc on a aussi des personnes emblématiques comme Mamadou Koulibaly, ancien président du Conseil économique et social, dont ses enfants sont toujours PDCI, qui nous ont donné leur espace à Odiené, là, où l'espace où nous avons été, il a son mausolée ici à côté. Et tous ces enfants sont PDCI. Vous voyez, on a aussi le doyen Diaby Rouge, qui est toujours vivant, vice-président du PDCI EDA, qui nous a aussi soutenus. Vous voyez, au niveau de Korogo, les enfants de Kassoum Koulibaly, le haut représentant, ils nous ont reçus. Ils étaient très contents de nous recevoir. Il y a un doyen même qui est lié à la famille Gon. C'est lui aujourd'hui qui est le responsable de la famille Gon, le patriarche de la famille Gon. Donc lui aussi, il nous a posé de bons conseils. Il était content aussi de nous voir. Vous voyez, moi, je tiens sincèrement à remercier ces doyens-là. Parce que aujourd'hui, ils le disent, hein, beaucoup de leurs enfants à qui ils ont parlé pour ne pas aller au RHDP regrettent. Parce qu'eux, ils savent que c'est des personnes qui voulaient atteindre un objectif pour leur bien personnel. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous allons à Korogo, c'est emblématique parce que le doyen par l'inférieur Gon Koulibaly avait signé un pacte avec le président Houphouët-Boigny. Parce qu'il faut le savoir qu'à Korogo, avant même que la Côte d'Ivoire ait son indépendance, c'est à Korogo que le président Félix Houphouët-Boigny était député. Alors qu'il était du centre. Mais il est allé à Korogo pour être député. Donc c'est Korogo qui l'a soutenu. Donc le lien qui existe entre le président Félix Houphouët-Boigny et la famille Gon est très fort aujourd'hui. Tout le peuple Sénoufo, Malinké, sont contents que le président Tidjane Thiam soit président du PDCI. Vous voyez. Donc le président Thiam est vraiment envoie un souffle nouveau. Mais aujourd'hui, nous partons sur de nouvelles bases. Donc il demande à tous ceux qui ont été frustrés dans le passé de revenir à la maison. Et la maison, c'est le PDCI-EDA. Et donc les portes du parti sont toujours ouvertes. Et donc c'est comme ça que nous enregistrons chaque jour de nouveaux adhérents. Merci. Honorable, j'ai envie de vous demander avant de terminer. La suite, après le Nord, c'est? Après le Nord, dans l'immédiat, nous allons à Bobo. Nous allons à Bobo ce samedi. Vous êtes même invités. D'accord. Vous êtes même invités ce samedi. Nous irons à Bobo. C'est tout le district d'Abidjan. Tout le district d'Abidjan, je viens d'avoir un entretien avec le haut représentant du district d'Abidjan. Et il m'a confirmé qu'il sera présent. Donc nous aurons une autre séance de travail demain. Et vous êtes conviés. Après, à Bobo, normalement, nous partons au niveau de Boisflé, au Sassandra, le district de Boisflé. Sassandra Maraoui. Sassandra Maraoui. Voilà. Et puis après, on marque une pause pour les obsèques du président Henri Konan Bédié. Et après les obsèques du président Bédié, nous irons maintenant dans les montagnes. Ok. Le district de montagne, et après, ça sera la Nawa. En tout cas, on va faire les 14 districts. Les 14 districts seront faits. Ok. J'ai envie de vous demander, vous serez à Bobo le samedi. Oui. Un dernier message à toute la population d'Abobo qui vous suit. Ce n'est pas seulement la population d'Abobo, c'est tout le district d'Abidjan. Oui. Tout le district d'Abidjan. On a fait la démonstration avec Abidjan seul. Nous sommes à 2 millions d'inscrits sur la liste électorale. Nous cherchons 700 000 nouveaux inscrits pour pouvoir faire en sorte que nous atteignions les 2 900 000. Mais ça, c'est le minimum. Voilà. Parce que si on prend les 6 millions, si même on peut aller à 3 millions, c'est aussi bon. Donc il faudrait que pour la rencontre au niveau d'Abobo, c'est tout le personnel politique du PDCI dans le district, c'est-à-dire les délégués, les secrétaires généraux, les présidents du comité de base, les J, les UF, tous sont conviés afin que nous puissions
échanger ensemble. Mais nous ne le ferons pas dans une salle. Ça sera dans un espace ouvert. Nous avons choisi Abobo parce que nous sommes toujours dans une dynamique d'aller dans les zones qui sont considérées comme le bastion de nos adversaires. C'est pourquoi nous avons choisi Abobo. Sinon on pouvait le faire à la maison du parti à Korodi, mais ça sera du déjà vu. C'est pourquoi nous avons choisi Abobo. Et j'appelle tous les militants du PDCI-RDA à converger dans cette commune-là. À converger, tout le monde doit converger parce que ça sera aussi une période aussi de recensement de tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qui n'ont jamais voté, de venir aussi eux-mêmes aussi pour qu'on puisse les enregistrer directement. Vous attendez combien de personnes? Minimum 10 000. Votre mot de fin? Vraiment, je tiens à vous remercier. Vous savez, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas trop un homme de plateau. Donc c'est pourquoi souvent, si vous m'appelez et puis je ne suis jamais disponible, c'est parce que je suis le terrain. Je suis le terrain. Mais j'aimerais que tous les militants, toute la haute direction du PDCI-RDA sachent que le projet Un Ivoirien, un militant pour 10 inscrits sur la liste électorale, c'est le projet du président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam veut gagner les élections en 2025. Le président Tidjane Thiam est convaincu qu'en 2025, il y aura ce changement-là qui va s'opérer. Et il faudrait que, pour le moment, c'est cette alternative que nous avons, augmenter le nombre d'inscrits sur la liste électorale à 12 millions minimum, peut nous permettre d'atteindre cet objectif. Mais ce n'est pas fermé. Au fur et à mesure que les gens ont des idées nouvelles, on peut l'adapter. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est un projet déjà ouvert. Donc, on va faire en sorte qu'on n'en parle pas. Parce que si on dit un Ivoirien pour 10, on pense à déjà ouvert directement. Ce n'est pas à moi le projet. Le projet appartient au président Tidjane Thiam. Donc, je demande à tous les Ivoiriens, tous les militants du PDCI de s'approprier ce projet-là. S'ils aspirent à un changement en Côte d'Ivoire, ils passent par cela. Donc, vraiment, il faudrait qu'on s'engage pour faire en sorte que ce projet-là, les 4 millions d'électeurs puissent être atteints. C'est jusqu'en 2025. Mais on fera un bilan à mi-parcours en novembre 2024 pour savoir combien de personnes nous avons pu inscrire. Et après, on va réajuster pour voir ce qui n'a pas marché. Donc, je demande à tous les militants de s'approprier ce projet. Et je tiens aussi à remercier les hauts représentants des districts que j'ai visités, du Denguélé et des Savanes, pour nous avoir accueillis. Donc, je tiens sincèrement à les remercier. Et par votre micro, j'appelle tous les militants du PDCI-RDA, du district d'Abidjan, de converger à Abobo. La place, c'est à Sojefia, pour ceux qui connaissent Abobo, au complexe de Sojefia. Il faudrait que ce complexe soit noir de monde. Parce qu'on parle du PDCI-RDA et que tous ceux qui aspirent à ce qu'il y ait un changement dans ce pays-là, il faut qu'ils convergent vers le complexe de Sojefia afin qu'on puisse déjà démontrer que le PDCI-RDA est vivant. Le PDCI-RDA est vivant. L'honorable a dit, à notre tour, PDCI-TV, nous voulons vous remercier. Nous voulons encore vous remercier pour ces informations qui nous motivent davantage avant le rendez-vous du samedi. Merci à vous, chers amis de la presse. Merci Étienne. Merci Jérôme. Merci RMK. Quant à vous, chers téléspectateurs de PDCI-TV, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Dieu nous garde. Je vous remercie.